On a un algorithme sur papier. Super. Mais comment on le transforme en code Python qui fonctionne vraiment? C'est exactement le défi qu'on va relever ensemble. On va décortiquer les conventions officielles pour 2024-2025 et faire passer la théorie à la pratique. C'est la question centrale. On peut voir cette analyse comme un véritable guide de traduction, une sorte de pierre de Rosette pour passer de la logique pure d'un algorithme à un programme qui s'exécute sans accroc. Et pour être sûr de ne pas se tromper, notre source, c'est le document officiel lui-même. Ça garantit que tout ce qu'on va voir, c'est exactement ce qui est attendu. Pas de devinette, juste les règles du jeu, claires et nettes. Alors, voici notre feuille de route. On commence par les fondations, le pont vers Python. Ensuite, on s'attaque aux opérations et aux types de base. Après ça, on verra comment structurer les données. Puis, on prendra le contrôle du flux logique avec les conditions et les boucles, avant de parler des modules. Et pour finir, un petit récap pour être fin prêt à coder. C'est un parcours logique, étape par étape. Allez, on y va. Première étape donc, les principes fondamentaux. Avant même de taper la moindre ligne de code, il y a 2 règles d'or à avoir en tête pour, disons, parler Python couramment. Et les voici, ces 2 règles. Premièrement, la sensibilité à la casse. En Python, variable avec un V majuscule, ce n'est absolument pas la même chose que variable en minuscule. C'est un détail, mais un détail crucial. Deuxièmement, les commentaires. Ils ne servent pas à la machine, mais aux humains qui liront le code. On utilise le dièse, hashtag pour une note rapide sur une ligne et les triples apostrophes pour des explications un peu plus longues. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu, passons à ce qu'on pourrait appeler l'alphabet et la grammaire de notre traduction. Comment on exprime les actions les plus simples et les types de données de base en Python? Et là, ce qui est génial, c'est la simplicité. La correspondance est quasi directe, c'est presque du mot à mot. Pour demander une information, lire devient input. Pour afficher un message, écrire se transforme en print. Et l'affectation, cette petite flèche en algorithmique, eh bien c'est tout simplement le signe égal en Python. Pour les types de données, c'est la même histoire, c'est hyper intuitif. Un entier devient un int, un réel devient un float, on voit tout de suite le principe. Mais la vraie force de Python, c'est son typage dynamique. Et on va voir juste après ce que ça implique. Et voilà le point clé. Pas besoin de déclarer à l'avance, attention, cette variable contiendra un entier. Non, non. En Python, on assigne la valeur 10 à une variable, et hop, il comprend tout seul que c'est un entier. C'est ça, le fameux typage dynamique. Ça simplifie énormément les choses. Bon, les éléments de base, c'est maîtrisé, on monte d'un cran. Comment on s'y prend pour gérer des ensembles de données, des choses un peu plus complexes comme les tableaux et les enregistrements? Pour les tableaux, la convention officielle est très claire. On utilise la bibliothèque NumPy. Et pourquoi NumPy spécifiquement? Parce qu'elle permet de créer des tableaux qui sont à la fois statiques, c'est-à-dire de taille fixe et homogène, où tous les éléments sont du même type. C'est exactement ce qu'il nous faut pour une traduction fidèle de l'algorithmique. Créer un tableau NumPy, c'est un jeu d'enfant en 2 étapes. D'abord, on importe l'outil nécessaire avec from NumPy import array. C'est un peu comme dire à Python, prépare-toi, on va avoir besoin de faire des tableaux. Et ensuite, on utilise cet outil pour déclarer notre tableau en lui spécifiant une valeur de départ et une taille. Regardons quelques exemples concrets. C'est toujours plus parlant. Un tableau de 10 entiers initialisé à 5. On utilise cette petite astuce 5 fois 10. C'est simple et super lisible. Pour des flottants à 0, c'est le même principe avec float, parenthèse. Et pour un tableau 2D, regardez bien la logique, on crée une ligne, puis on la multiplie. C'est une construction vraiment élégante, une fois qu'on a compris le truc. Passons aux enregistrements. En Python, leur équivalent direct, c'est le dictionnaire, une structure ultra puissante de paires-clés-valeurs. Mais attention, petit détail de syntaxe très important. En pseudocode, on accède à un champ avec un point. En Python, on utilise des crochets et le nom du champ entre guillemets. C'est une différence cruciale à mémoriser. On a les données, c'est bien, maintenant il faut que le programme prenne des décisions, qu'il fasse des choses. C'est là que les structures de décision et les boucles entrent en scène pour contrôler le déroulement des opérations. Pour les conditions, la traduction est encore une fois très directe. Le bloc si alors devient un simple bloc if. La structure si, sinon, se traduit logiquement par if, else. Et pour enchaîner plusieurs conditions, le sinon si devient elif en Python, qui est tout simplement la contraction de else if. C'est clair et efficace. Autour des boucles, tant que se traduit directement par while, facile. Pour la boucle pour, on utilise la fonction range-point. Et là, attention, c'est le point à ne surtout pas oublier. Range, début, fin, s'arrête juste avant d'atteindre la valeur fin. C'est une convention très courante. Donc la règle d'or, c'est que si on veut que la boucle inclue la valeur fin, il faut absolument écrire fin plus 1. Et un autre point d'attention très important qui vient tout droit du guide officiel, il est formellement interdit d'utiliser l'instruction break pour sortir d'une boucle.
Pourquoi cette règle stricte? Pour nous forcer à écrire un code plus clair, où la condition d'arrêt est toujours visible dès le départ, dans la ligne du while ou du for. Toute la logique doit être là. On a vu les données et la logique. Maintenant, comment on organise tout ça pour que ça reste propre et réutilisable? C'est le rôle des fonctions et des procédures. En Python, la distinction entre fonction et procédure est d'une simplicité élégante. Tout commence avec le mot-clé def. La seule et unique différence, c'est l'instruction return. Si le bloc de code renvoie une valeur avec return, c'est une fonction. S'il n'y a pas de return qui renvoie quelque chose, c'est une procédure. C'est tout. Et pour utiliser ces modules, c'est encore plus simple. Que ce soit une fonction ou une procédure, la syntaxe d'appel est identique. Le nom du module suivi des paramètres entre parenthèses. Cette simplicité rend vraiment le code Python très agréable à lire. Voilà, on a fait le tour de toutes les conventions essentielles. Il est temps de faire un petit récapitulatif des points les plus importants, pour être sûr que tout est bien en place avant de se lancer. Allez, on résume les 4 points clés à garder en tête. Premièrement, qui dit tableau dit NumPy, c'est un réflexe. Deuxièmement, pour les boucles for, on n'oublie jamais le +1 dans range si on veut inclure la dernière borne. Troisièmement, on laisse Python gérer les types, c'est son travail. Et enfin, quatrièmement, fonction ou procédure, tout commence par def. Avec ça, l'essentiel est couvert. Toutes les pièces du puzzle sont maintenant assemblées. La clé de traduction officielle pour 2024-2025 est là. La question n'est donc plus comment faire, mais plutôt par quel problème commencer. Le clavier n'attend plus que ça.